Monsieur Pierre Sabatier, bonjour. Merci d'avoir accepté lors de votre passage à Saint-Étienne de répondre à nos questions. Vous êtes président d'un cabinet indépendant de prospective économique et financière qui se nomme PrimeView. Et vous êtes également membre des Iconoclastes. On vous connaît par vos interventions télévisuelles sur BFM Business. Vous êtes également proche du milieu agricole par l'intermédiaire de l'association Agro Paris Tech Alumni, dont vous étiez le président. Avec l'ensemble des iconoclastes, vous intervenez régulièrement auprès des institutionnels, au sein des écoles de finance, de commerce, pour apporter une vision alternative à la situation économique de notre pays, mais également de l'ensemble du monde. Donc voici notre première question. Pouvez-vous nous donner ces points de divergence par rapport à votre vision de la situation économique et financière ? Oui, alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui on est dans une période un petit peu dans un entre-deux, à savoir qu'il ne faut pas se tromper sur la nature de la reprise actuelle. Il ne faut pas non plus nier la reprise qui est bien là. On a un peu plus de croissance que les années passées, mais ce milieu de croissance, il est essentiellement conjoncturel et pas structurel. Quand on dit conjoncturel, ça veut dire que voilà, après avoir broyé du noir pendant longtemps, pendant des années, notamment en France et en Europe en termes de croissance, il est logique à un moment donné d'avoir un petit moment de mieux. Mais la question, c'est, en tout cas, imaginer revoir des taux de croissance aussi importants qu'avant durablement, ça serait se tromper en fait dans l'analyse de la situation économique actuelle, à savoir qu'aujourd'hui on a clairement un taux de croissance potentiel en France et en Europe, et d'ailleurs dans la plupart des pays riches, qui est beaucoup plus faible que par le passé. Cette baisse en fait des taux de croissance, il faudra aussi elle devra nous pousser. Il ne faut pas croire en fait que le mieux actuel, le mieux conjoncturel actuel repousse le moment où il faudra vraiment se réinterroger sur nos modèles de société. Ok. Pour les internautes qui nous écoutent et qui font confiance à ces placements dits sécurisés comme les assurances vie, les livrets A et même leur compte chèque, pouvez-vous expliquer en quoi ces placements ne sont peut-être pas aussi sécurisés que cela ? Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'il n'y a aucun placement sécurisé. Et ça, le Père Noël n'existe pas, je pense que c'est pas un scoop, c'est un scoop pour personne. Donc tout investissement a une dose de risque, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous dit assurance vie, derrière les assurances vie, il y a des produits qui sont achetés. Il y a des obligations, il y a des actions, il y a de l'immobilier. Et oui, les obligations voient leur cours évoluer, les actions aussi, l'immobilier aussi. Donc quand on vous dit c'est garanti, oui c'est garanti à la condition que l'assureur soit en capacité, si malheureusement les conditions de marché lui sont défavorables, de pouvoir toujours vous offrir la garantie qu'il a offerte au départ. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre métier le risque de contrepartie. Oui, effectivement la garantie existe, mais à la condition que l'entreprise qui vous ait fait cette promesse-là ne fasse pas faillite, et ça c'est jamais complètement improbable. Quand vous parlez de faillite, bien sûr, il y a le problème des banques et il y a un risque de crise systémique des banques en France et donc de faillite en chaîne de ces établissements. Est-ce que vous confirmez ce risque-là ? Faut pas le surestimer quand même. C'est-à-dire que oui, il y a un risque de contrepartie. Oui, il faut pas croire au Père Noël et le risque n'a pas disparu. Voilà. Même si certains peuvent vous le promettre. Après, est-ce qu'il est probable qu'on ait un risque de faillite bancaire en chaîne ? Je crois pas, surtout je pense pas que nos autorités en fait le laissent faire. Donc comme d'habitude, alors est-ce que c'est bien ou mal ? Après ça, je vous laisse juge du propos, mais grosso modo les autorités seront là pour encore une fois en fait sauver le système, en dépit du fait que celui-ci soit pas très vertueux. Et depuis la crise de 2008, selon vous, est-ce que les choses ont été réglées à leur juste mesure ? Est-ce qu'il y a eu une prise en compte des problèmes de cette crise-là et ces problèmes structurels sont-ils antérieurs à 2008 ou ils ont été ils sont venus de 2008 Alors il y a un peu des deux en fait. 2008 c'est 2008 il a fallu gérer un état de crise où au préalable les établissements financiers ont fait n'importe quoi. Ont acheté des choses qui étaient très risquées en imaginant en fait que celles-ci l'étaient pas et qu'elles vous rémunéreraient beaucoup. Voilà, donc leur naïveté, voilà, on va le dire comme ça en tout cas, en fait, ont provoqué la crise qu'on connaît. Après, derrière, la réalité du système financier, c'est pas tellement cette crise qui maintenant est passée et a été gérée, bien ou mal, peu importe. C'est surtout le fait que le monde a structurellement changé depuis.
Et il y a un élément qui met en difficulté notamment les assureurs et même les banques, je dirais, c'est l'écrasement des taux d'intérêt. En gros, les obligations aujourd'hui vous rémunèrent plus. Et quand vous prêtez à un État, aujourd'hui, il ne rend plus de rémunération. Et ça pose un problème structurel aux banques et aux assureurs, tout simplement parce que jusque-là, en gros, grâce au rendement de ces obligations, ça leur permettait de payer l'ensemble de leurs salariés, l'ensemble de leurs charges. Et donc, elles étaient dans une forme de rente de situation. Et cette rente de situation, elle commence à disparaître en raison de la baisse continuelle des taux d'intérêt qui frôle le zéro maintenant en France, puisque l'État français s'endette à 0,6-0,7% sur 10 ans. Voilà, donc ça, il y a un problème structurel intrinsèque même à l'évolution de nos économies, et ça pour le coup c'est pas encore digéré ni par les établissements bancaires ni par les établissements d'assurance. Au sujet de la garantie qui concerne le compte courant des épargnants qui est de 100 000 euros, que pensez-vous de cette garantie-là? Est-ce qu'elle peut être assurée, quelles que soient les crises que nous puissions avoir dans les prochaines années? Difficile à dire, mais on pourra toujours l'assurer. Vous savez, quand on est une autorité, on est adossé à la Banque centrale. Il suffit de dire à la Banque centrale, tu m'imprimes autant de billets de banque qu'il le faut pour assurer la garantie sera assurée. Après, la question, c'est est-ce que les euros qui seront donnés auront toujours la même valeur? C'est plutôt ça. Le fait d'assurer la garantie, ça c'est possible, réellement. Il n'y a pas de problème à cela. Après, derrière, c'est la valeur de ces 100 000 euros du futur qui peut-être auront été donnés, mais en contrepartie d'impression monétaire. Et là, on pourrait avoir un doute. Ça veut dire qu'il y aurait un risque d'inflation après une période de déflation? Je dirais que dans ces cas-là, alors attention à l'inflation, là tout simplement on aurait un risque de dévaluation, c'est-à-dire de perte de la valeur devant la monnaie, qui serait lié à une situation de stress. Alors c'est pas le scénario le plus probable à court terme, mais bon an mal an, ce qu'il faut retenir c'est que ces 100 000 euros ils seront a priori toujours donnés, même s'ils pourraient avoir une valeur fluctuante. Au sujet des assurances vie dont on vient de parler, là, il y a la loi Sapin 2 permet un blocage des assurances vie en cas de problème, c'est-à-dire que les personnes concernées ne pourraient pas récupérer de suite leurs fonds. Confirmez-vous cette information? Quel est selon vous l'objectif de cette mesure et avez-vous des idées des conséquences que ceci pourrait avoir, le fait de bloquer l'accès à ces assurances? Alors tout ça est partiel, donc on confirme mais partiellement, donc oui en proportion, mais il ne faut pas rêver non plus. Là, aujourd'hui les autorités elles s'organisent pour éviter un désastre si certains justement des gens qui ont souscrit des assurances vie étaient amenés à vouloir vendre leur assurance vie pour sortir et aller utiliser leur épargne ailleurs. Et donc en fait cette mesure là elle est pour se préparer à un risque de panique. Voilà. Si vous avez une panique où tout le monde veut sortir en même temps, ça pour le coup ça mettrait à plat l'ensemble des assureurs en général et ils ne pourraient pas le supporter, on aurait un risque systémique. Donc clairement c'est un préalable nécessaire probablement pour éviter en fait le risque de panique. Après les conséquences que ça aura, ça reste en fait partiel pour le moment. Il ne faut pas les surestimer. Le vrai risque en fait pour les assureurs, ça serait vraiment si on avait un krach obligataire. Et ça pour le coup, on estime qu'il est très peu probable et que les taux resteront bas pendant longtemps. Voilà. Mais c'est quand même un préalable pour éviter effectivement un risque de panique et c'est une manière d'empêcher les gens de sortir leur argent à un moment donné où il pourrait y avoir beaucoup de stress dans le marché. Et pour la population, le commerçant, le chef d'entreprise, quelles sont ces marges de manœuvre, les marges de manœuvre qu'il peut avoir par rapport à ces risques de crise bancaire? Disons qu'il ne croit pas au Père Noël dans un premier temps. Je pense qu'il faut tous qu'on soit lucide sur le fait que le métier de banquier, c'est un métier en tant que tel. Il y a des gens qui le font bien et d'autres qui le font moins bien. Et ça, c'est vrai d'ailleurs dans tous les métiers. Il faut prendre le temps de s'assurer de la crédibilité finalement de votre contrepartie. C'est vrai dans le monde assurantiel, c'est vrai dans le monde bancaire, mais c'est aussi vrai pour les prestataires les prestataires qui servent d'ailleurs les commerçants et les entrepreneurs que vous évoquez. Eh bien, écoutez, merci monsieur Sabatier. On peut vous suivre bien sûr au sein des Iconoclastes. Vous avez certainement un site internet où on pourra vous suivre les différentes vidéos que vous faites, les différentes conférences que vous faites. Voilà, merci à vous. Merci.